Ouais, ça fonctionne. Bon, le titre est clair, hein, je vais parler de viol, violence, inceste. Bon, en gros, les agressions sexuelles et les violences et surtout les maltraitances parentales, tout ça, les violences parentales et institutionnelles, euh, les violences dans l'enfance, quoi. Donc je vais défendre une thèse. Cette vidéo prend la suite, bon ben d'autres, enfin c'est lié à plein de sujets que j'ai déjà explorés, mais ça se regarde bien dans la foulée des deux vidéos sur la critique de la médecine, en fait, de la fausse médecine, où j'ai défendu l'idée qu'il y avait beaucoup d'escroqueries en médecine et beaucoup d'incompétences. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une médecine, même sur le type occidental scientifique, qui est tout à fait correcte, et voilà, si je me casse la jambe, moi je fais confiance à la médecine occidentale. Si j'ai le cancer, je vais me traiter avec divers trucs, leur chimio, leur machin, bon. Donc, avec ça je dis pas que c'est des fausses maladies, mais je disais dans les autres vidéos qu'ils ont inventé beaucoup de maladies et qu'ils les traitent, ou qu'ils traitent des vraies maladies très mal. Ou qui traitent des vrais problèmes en les appelant maladies et en ratant complètement le sujet. Alors, je vais commencer la vidéo. Bon, elle est déjà commencée, mais je vais attaquer un premier gros bloc de ce que par une critique de l'expertise en général. Pour moi, la médecine, et vous allez voir que c'est lié à mon analyse du viol comme problème de santé publique numéro un. La médecine moderne, la récente, d'après-guerre, on va dire, ou depuis la science, en fait, depuis le positivisme, on va dire, cette médecine et ces savoirs occidentaux modernes ont tous le même défaut. Et j'ai tourné dans la journée une vidéo sur le SEO, la fausse expertise des experts SEO qui, par définition, ne peuvent rien savoir. Eh bien, c'est exactement le même problème. J'ai exactement la même critique et d'après moi, cette critique marche très bien et en fait, tu peux la retourner contre n'importe quel genre d'expert. Le problème de ces experts, c'est qu'ils sont experts, je l'avais déjà dit dans les vidéos sur la médecine, ils sont et justement, l'expertise, passer 5 ans à étudier un tout petit bout du réel en ignorant tout le reste, c'est faire des ignorants savants ou des savants ignorants. C'est une tendance que connaît la science occidentale. Elle s'est rendue compte de sa propre maladie, qui était l'expertise, l'hyper-expertise, puisque aujourd'hui tu ne peux pas être expert géologue, par exemple. Tu ne peux plus, tout simplement, toutes les sciences, tous les savoirs, tu ne peux pas être juriste et connaître l'ensemble du droit, c'est-à-dire tout le droit constitutionnel, tout le droit pénal, tout le droit administratif, tout le droit de tout le droit international, tout le droit privé, tout le droit commercial, tout le droit de tous les pays. Non, ça dépasse la capacité d'un esprit humain. Tu ne peux pas, tu aurais même 1000 ans, que tu ne pourrais pas étudier l'ensemble d'un champ, parce que tout simplement, toute la bibliographie d'un secteur donné, une des grandes catégories de sciences, ce n'est tout simplement pas accessible à aucune vie humaine. Le meilleur esprit humain ne peut pas traiter sa propre discipline. Si j'étudie les maths, je ne peux pas tout savoir sur les maths. Je pouvais, il y a 2000 ans, il y avait moyen de connaître les 4000 bouquins qui avaient été publiés sur les maths. Voilà, quand la bibliographie était restreinte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune discipline scientifique ou culturelle, une zone culturelle, même pour l'histoire. Par exemple, si je fais l'histoire du christianisme, je ne peux pas lire toute la bibliographie dans toutes les langues sur l'histoire du christianisme. Voilà. Donc je ne peux plus être expert. Donc il y a ce premier problème, que les experts, on ne peut plus leur faire confiance parce qu'ils ne peuvent plus être experts de leur science, ils sont experts de confettis de leur science. C'est-à-dire que tu vas être expert de la géologie du Permien dans des bibliographies en français, en anglais, mais attends, ce que publient les Chinois et les Indiens et les Africains dans des langues non européennes, ça, t'en sais quasiment rien. Donc cette géologie-là du Permien, c'est-à-dire d'une toute petite partie de l'histoire, tu ne la connais pas. Donc tu es expert d'une petite zone sous un certain angle, avec des concepts qui sont familiers dans des langues. Donc de même la médecine, tu ne peux pas connaître toute la médecine, évidemment, tu ne peux pas connaître toute la psychiatrie, tu ne peux pas connaître toute la psychologie, tu es donc obligé de te spécialiser, et tu deviens un ultra spécialiste, une sorte de spécialiste au carré, où tu vas être spécialiste des sciences cognitives, des thérapies cognitivo-comportementales, de telle époque, pas de toutes, pas des années 60. Tu n'as pas tout lu la bibliographie des années 60 sur les débuts de tout ça.
Tu connais rien en fait. Tu as lu des articles qui en parlaient, c'est tout. Mais tu connais pas les sources, tu n'as pas fait une thèse, parce qu'il y a des gens qui font une thèse ça leur prend 5 ans de faire une thèse sur les sources des TCC. Et tu as peut-être lu la thèse, mais tu n'as pas lu toute la biographie que ces gens ont passé des années à lire et à décortiquer et à analyser. Et c'est pas le tout de lire les sources, il faut les comprendre, il faut les critiquer. Voilà, je peux te lire des bouquins, mais si je les étudie pas longuement, que je les compare pas à tout le reste du corpus, on peut pas dire que je les ai vraiment lus. Il faut vraiment étudier les choses. Et puis si j'étudie pas la matière, si j'étudie un truc sur la géologie du Permien, mais que par les livres, et je vais pas voir les roches, je vais pas voir les formations géologiques, je fais pas de fouilles, eh ben, je ne comprends rien finalement de ce que j'ai appris. J'ai qu'une connaissance théorique, mais je ne sais pas si c'est valide, pas valide, donc je peux rien en savoir. Donc je pose ça comme base pour dire que la médecine, en fait, la médecine moderne, est du coupage de cheveux en quatre, où pour être compétent, il faut être un hyper expert, et quand on est un hyper expert, on comprend plus rien. Voilà, donc c'est ma thèse fondamentale, déjà je pars de là, et tu peux l'appliquer à n'importe quoi, c'est universel. Donc aujourd'hui, on fabrique des hyper experts parce que c'est la situation de la science aujourd'hui où tu peux plus maîtriser intellectuellement tout un champ, tout un champ disciplinaire, je veux dire. Et donc, on n'a que des hyper experts. Et le problème de ces hyper experts, c'est qu'ils sont tellement collés comme des taupes à leurs matériaux qu'ils ne voient plus rien et ils ne voient plus le monde tout autour. Donc aujourd'hui, dans la ligne de ma critique de la médecine, dans les vidéos précédentes, j'ai fait une grosse critique de la psychiatrie, en disant que la psychiatrie n'a tout simplement pas compris son objet et ne comprend pas les problèmes, qu'elle met des étiquettes sur des choses qu'elle ne comprend pas, dont elle ne comprend pas l'origine, et du coup, comme elle ne comprend pas l'origine, elle ne comprend pas le fonctionnement, elle ne comprend pas la nature du problème, et donc elle traite avec des instruments inadaptés. Par exemple, tu avais un problème qui était ça va être ma thèse là, tu avais un problème de violence, tu as eu le problème d'avoir des conséquences traumatiques de violence qui t'ont été faites. Maintenant, donc, tu as divers soucis de plein de nature. Tu as des troubles alimentaires, tu as des troubles du sommeil, tu as des angoisses, tu as de la maltraitance vis-à-vis de toi-même, tu as des conduites à risque, tu as des problèmes d'élocution, tu as des problèmes d'expression de certains sentiments, etc. etc. Tu as des problèmes d'addiction, tu as des problèmes d'alcoolisme, tu te piques, tu fumes du shit, tu bois tu prends de la keta, etc. Tu fuis, tu te prostitues, tu te mets dans des situations à risque, tu roules trop vite, tu joues au poker et tu perds ton argent, etc., etc. Donc en fait, il y a des tas de symptômes possibles qui ont en fait les mêmes causes. Donc les psychiatres voient ça, ils se disent ah il y a un problème, bon je prends ma grille, j'ouvre mon DSM, problème, solution, solution, je donne un antidépresseur qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Attendez, je vais vous trouver un petit truc là, c'est qu'il est mon guignol là. J'ai un narvalo. Là, je suis en pleine critique d'un narvalo. J'ai écrit un giga article, un énorme article sur le thème des psychotraumatismes. C'est ça mon mot-clé. Donc la discipline, évidemment, elle est médicale. C'est de l'ordre de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de toutes ces sciences ou fausses sciences, ces faux savoirs. Donc du coup, je suis tombé sur un site que je trouve intéressant pour le démonter, je trouve ça super intéressant. Le site s'intitule Manuel MSD. Que veut dire MSD, j'en sais rien. Version pour le grand public. Alors, ça tombe bien, c'est pour les crétins, c'est pour moi. Et donc je vois ils ont une excellente classification. Vraiment, le site est super bien fait. Donc très belle classification. Bon, pour moi c'est de la grosse connerie de bout en bout, mais justement je vais développer mon approche en faisant la critique de ça. Donc ils ont un chapitre troubles mentaux, où ils ont une grosse grille, où ils ont tout hiérarchisé. Donc présentation des soins de santé mentale, identification de la maladie mentale, cause, soutien social, etc. Bon, blablabla. Et donc ensuite ils ont toute une série de catégories de maladies, de grands problèmes. Alors, on a par exemple une catégorie anxiété et troubles liés au stress. Alors, sachant qu'on n'a jamais su ce qu'était le stress, hein. Ils n'ont aucune définition médicale de ce dont ils parlent là, hein.
Quel est l'organe du stress, quelle est l'hormone du stress, ils n'en savent strictement rien. Bon, mais ils en parlent, ils en sont experts. Donc, présentation des troubles anxieux, ça suppose qu'on le sache, mais bon. Agoraphobie, troubles anxieux généralisés, c'est très à la mode. Crise de panique et troubles paniques. Phobie sociale, troubles phobiques spécifiques, état de stress aigu, troubles de l'adaptation, troubles de stress post-traumatique, etc. Donc ils ont tout un tas de vocabulaire, de choses bien définies, ça a l'air correct. Ensuite, troubles dissociatifs avec présentation, troubles de dépersonnalisation, déréalisation, amnésie dissociative, fugue dissociative. Alors une fugue dissociative, c'est quand tu prends tes affaires et puis... Bon, troubles dissociatifs de l'identité, alors apparemment c'est 3 trucs différents, ou 4, voilà. Troubles des conduites alimentaires avec diverses catégories, boulimie, anorexie, pica, troubles de rumination, bon, etc. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Et dans tout ça, je vais vous prendre quand même un petit exemple parce qu'ils m'ont bien fait rire. On a la syllogomanie. La syllogomanie. Et ils ont toute une définition. Alors c'est pas mal. Les personnes atteintes de syllogomanie, thésaurisation pathologique, ont toujours une telle difficulté à jeter et à se séparer de leurs biens que les objets s'accumulent et encombrent les espaces de vie au point de les rendre invivables. Alors, je me sens assez visé quand je vois ça parce que c'est assez ce que je fais. J'en entasse partout parce que pourquoi je rangerais quoi? À quoi ça sert? Bon. Euh, et alors, symptômes, le siligomane. Donc apparemment, il y a des gens qui sont siligomanes, d'après cette fausse science. Le siligomane a un immense besoin de garder les objets et il souffre énormément quand il est forcé de s'en séparer ou à la seule pensée de se séparer des objets. Il n'a pas suffisamment d'espace pour accueillir tous les objets, blablabla. La siligomanie empêche souvent la personne de fonctionner à la maison et parfois au travail, blablabla. Et un autre genre, un sous-genre, c'est les personnes atteintes de syndrome de Noé accumulent plus d'animaux domestiques qu'ils n'ont de place, qu'ils ne peuvent en nourrir ou payer pour les soins vétérinaires. Elles laissent les animaux vivre dans des conditions insalubres, etc. Bref, c'est la dame aux 30 chats, quoi. Alors, la dame aux 30 chats, elle est siligomane. Et attention, diagnostic, donc blablabla. Donc, si tu as plein d'animaux, tu es silogomane. Si tu as plein de choses chez toi, tu es silogomane. Donc, le diagnostic est vite fait. Et traitement, là, c'est un miracle. Traitement de la silogomanie, certains antidépresseurs, thérapie comportementale et cognitive. Les antidépresseurs qui vont te filer, ça va être un traitement par inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, qui est un de nos messagers cérébraux, de la sérotonine, un type d'antidépresseur qui peut s'avérer utile. Donc, ils vont te changer ta chimie cérébrale parce que tu as trop de chats chez toi. Alors, je m'étonne dans ce truc, hein, je parle pas de ça pour rien parce que je délire. Non, il y a une logique. Je parle de ça pour montrer que cette psychiatrie fait n'importe quoi et que dans son diagnostic, alors ils te disent examen clinique sur la base de critères spécifiques du diagnostic. Les médecins distinguent la silogomanie d'une accumulation d'objets et un encombrement temporaire en cas d'héritage de biens. Par le fait que l'accumulation persiste, elle se distingue de la collection d'objets en ce qu'elle est désorganisée, contrairement à la collection. Donc le collectionneur c'est bien, le gars qui entasse c'est pas bien, ou la dame au trèche ça c'est pas bien, et empêche la personne d'utiliser les pièces encombrées. Qu'est-ce que ça peut te foutre franchement? Les médecins diagnostiquent la silogomanie lorsque la personne éprouve des difficultés à se séparer de ses biens, la personne conserve des objets. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que tout le diagnostic, en fait, il est fait sur une base comportementale. C'est ton comportement, ça indique que tu es malade. Et le fait que tu es malade, ça fait qu'on va te donner ce traitement qui va changer ta chimie cérébrale. Mais attends, t'as pas l'impression de nous avoir baisé la gueule entre deux portes là? Parce que moi, si, je me sens totalement arnaqué quand je lis ça. Comment tu fais le lien entre le fait que l'autre il entasse des objets ou que la femme elle a 30 chats et un problème dans sa chimie cérébrale vu que tu l'as pas diagnostiqué ça? T'as jamais diagnostiqué de problème de chimie cérébrale et tu vas lui donner un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine alors que tu n'as jamais établi qu'il y avait un problème chimico-neurologique. Tu te fous de la gueule du monde là? Voilà. Alors, je vais pas faire toute la critique du truc et refaire mon autre vidéo, non. Je dis juste ça pour dire ces gens n'ont absolument rien compris. Et de la même manière, comme ils sont ultra spécialistes de leurs petites conneries et que tout est déjà analysé dans leur bouquin et que, ah, elle entasse, allez. Donc il y en a une autre qui se gratte, il y a une autre maladie, comment il l'appelle? La dermatillomanie, triturage pathologique de la peau. Donc ma mère fait ça. Donc ma mère, elle est dermatillomane selon ce savoir-là, ce faux savoir.
cette expertise psychiatrique pour débile. Et donc elle se gratte partout jusqu'au sang, elle se fait mal. Forcément, je dirais parce qu'elle a rien à faire et qu'elle se déteste. Donc tu comprends un peu pourquoi elle le fait. En fait, quand tu lui parles, tu comprends mieux. Quand tu lis ça, tu comprends pas. Et bizarrement, le traitement est exactement pareil. Donc on voit que t'as une dame qui a 30 chats, l'autre qui entasse tous ses outils dans son garage et qui range jamais, et ma mère qui se gratte jusqu'au sang pendant des heures. Et ben ils ont tous le même problème apparemment, ils ont un problème de sérotonine. Donc ton médecin super compétent, là, expert en tout, enfin expert en sa petite connerie, va lui donner un médicament que bien sûr, qui lui paye des vacances, hein. Ce médicament, il lui paye des vacances, il ne le donne pas pour rien non plus, hein. Il lui paye, il touche des intérêts sur le truc. Souvent, il a un pacte de corruption avec le labo qui fait ça, hein. Il touche des avantages en nature et tout, et non déclarés, hein, souvent. Voilà. Mais donc, bon, ils vont prescrire exactement le même truc, donc même traitement pour trois problèmes différents. Et qu'est-ce qu'il leur dit que trois dames qui ont 30 chats, ou trois personnes qui, comme ma mère, se grattent jusqu'au sang, ont le même problème? Quand est-ce qu'ils ont prouvé ça en fait? Parce que c'est pas parce qu'une personne fait la même chose qu'elle a le même problème, qu'elle le fait pour la même raison. Tu vois, il y a des castors qui coupent des arbres, ils le font pour une raison. Tu as des bûcherons qui coupent des arbres, ils le font pour une autre raison. Tu as des villageois qui coupent des arbres pour une autre raison, par exemple pour se chauffer ou pour faire des planches pour leur maison. Tu en as d'autres, c'est pour éviter les feux. T'en as d'autres, c'est pour faire un barrage. T'en as d'autres, c'est pour vendre aux Chinois. Donc ça, tu peux avoir déjà, je viens de te trouver quatre raisons de couper des arbres. Donc c'est pas parce que tu vois quelqu'un ou quelque chose couper des arbres qu'ils ont les mêmes motivations, les mêmes enjeux et que le comportement est le même. Il a l'air d'être le même. T'as un mec qui prend une tronçonneuse qui coupe l'arbre, ou qui prend ses dents. Mais parce que tu arrives à un arbre coupé, bah, c'est pas du fait d'avoir un truc comme ça que tu peux appeler ça symptôme et dire que ça n'a qu'une seule cause. Ce raisonnement est complètement débile en fait, hein. C'est pas scientifique du tout. T'as rien prouvé là. Et en général, leur tas d'affirmations, c'est jamais prouvé en fait. Ils disent que c'est basé sur des études, machin, mais sauf que les études, la plupart du temps, elles sont carrément bancales, et que quand ils disent tel comportement sérotonine, ce n'est jamais établi. Ils sont pas entrés dans le cerveau des gens pour faire des analyses. Donc voilà, c'est tout simplement pas établi la plupart du temps. Ou c'est établi par des gens qui travaillent pour les labos qui vendent ces trucs. Donc forcément, eux, ils trouvent qu'il y a un déficit de sérotonine et qu'il faut le combler. Voilà, que la dame au 30 chats, elle a besoin du médoc qui est vendu très cher et que l'argent public va payer. C'est de l'escroquerie tout ça. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Donc je reviens à ma thèse fondamentale après ces détours, mais j'avais besoin de faire ces détours absolument. Le grand problème qu'ils ne voient pas, ces gens, les médecins, les psychiatres, ils sont dans leur truc, dans leur interprétation délirante de la chimie cérébrale, quoi, sans preuve. Mais ils ont totalement oublié qu'il y avait une société, que les gens avaient des identités, qu'ils avaient un vécu, que cette société, elle avait des problèmes endémiques qui n'étaient pas visibles, puisqu'il y a des tabous, il y a l'omerta généralisée, il y a l'impuissance généralisée de la police et de la justice, il y a la complicité de la population elle-même, des valeurs, de la culture du viol et de la violence contre les enfants, des punitions, des mauvais traitements, il y a la culture du silence. Tout ça fait que on vit aujourd'hui en France dans une société qui a des problèmes massifs et qui sont traités par personne, quasiment personne, enfin peu de gens. Et ce n'est pas enseigné en fac, ce n'est pas enseigné en médecine, ce n'est pas enseigné en psychiatrie, ce n'est pas enseigné en pharmacologie, etc. Voilà. Donc le problème numéro un de santé publique en France, ce n'est pas le Covid évidemment, parce que ça c'est ridicule, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas la dépression. Le problème de santé numéro un qui touche la population en masse, c'est les viols, les incestes et les violences, notamment les violences faites aux enfants et les violences faites aux femmes, qui sont largement les violences majoritaires. Ces violences ont des conséquences en masse, des conséquences de tout type. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Mais il y a des conséquences sur la chimie cérébrale, en effet, puisque les gens traumatisés ont des réactions de diverses zones de leur cerveau. Ça va être l'hippocampe, le cervelet, le cortex. Diverses zones du cerveau vont réagir à divers types de violences, suivant que les violences sont répétées, uniques, etc., que c'est un contexte abusif pendant des années, etc. Ça va modifier la chimie cérébrale, ça va modifier le comportement, ça va modifier les pensées, ça va modifier les émotions, ça va modifier le langage, la manière dont les gens s'expriment et ce qu'ils peuvent exprimer ou pas. Ça va modifier leurs valeurs, etc.
Or ça, la médecine l'ignore totalement, la psychiatrie l'ignore totalement, la psychologie l'ignore largement, c'est-à-dire qu'ils traitent le viol, mais ils ignorent qu'on vit dans une société de viol. Ils n'en tiennent pas compte. Et ils font pas le lien entre leurs listes là de conneries, donc troubles des conduites alimentaires, troubles de l'humeur, troubles obsessionnels compulsifs et apparentés, paraphilie et troubles paraphiliques, troubles de la personnalité, schizophrénie et troubles apparentés. Alors ça, c'est pas lié au viol. Dysphorie de genre, troubles somatoformes et apparentés, troubles liés à l'usage de substances, comportements suicidaires et automutilation. Moi, je soutiens que tout ce qu'ils ont listé là, et auquel ils donnent des causes fantaisistes, parce qu'ils sont le nez sur leur discipline, qui ne voient plus rien, qui ne regardent pas, il n'y a pas de hublot vers la réalité en fait, donc ils sont dans leur petite science totalement aveugles, comme des taupes dans leur terrier, ils voient que ça, pour eux le monde c'est ça, bah, le monde c'est pas ça, le monde c'est la sociologie, c'est la société telle qu'elle est en réalité, et donc la réalité c'est une femme sur 5-6 a été violée. Un homme sur 10-15 a été violé. Voilà. Euh, on a donc appris récemment qu'on a eu 1/3 de million de viols dans le cadre de l'Église, seulement dans le cadre de l'Église par des prêtres ou par des laïcs, en 70 ans, depuis les années 50 jusqu'à 2020. Le rapport Sauvé. 1/3 de million de viols. Ça fait plus de 300 000 personnes qui ont été violées en France par des prêtres ou par des laïcs proches de l'Église. Il faut savoir que le traumatisme sur une personne se reproduit. Les femmes traumatisées, par exemple, traumatisent leurs enfants, indirectement et inconsciemment, sans le vouloir. Évidemment, je ne dis pas elles le font exprès. Mais elles ont des séquelles, elles ont des modifications de comportement, de pensée, de valeurs, etc., et de chimie, de comportement corporel aussi, qui font que elles vont en reproduire quelque chose, elles vont en laisser transparaître quelque chose, et ça va indirectement traumatiser les gens autour d'elles. Dans leur sexualité, les personnes violées n'ont pas le même comportement que des personnes pas violées. De même, alors, il y a des choses qu'on sait. On sait que les violeurs, puisque c'est majoritairement des violeurs, ils sont à 95%, les faits de viol, c'est des violeurs, c'est des hommes, je veux dire. On sait que les violeurs, il y en a peut-être quelque chose comme 1/2. Je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais il y a une part importante des violeurs qui ont été, je veux dire, des enfants violés. Voilà. Il y a un mécanisme qu'on connaît assez bien, qui est celui qu'on appelle l'introjection de l'agresseur en psychologie, c'est-à-dire que la position de victime est tellement inconfortable qu'on finit par s'identifier à l'agresseur, à le justifier, et quand on grandit, on passe de la position d'enfant abusé à la position d'adulte abuseur, parce qu'elle est plus confortable, et qu'en même temps on est dans une logique de répétition, et que la position de victime étant intenable, elle est tellement pas souhaitable, elle est tellement nulle, qu'il vaut mieux être violeur. Donc il y a des gens qui s'en sortent quelque part sans thérapie. Leur thérapie, c'est l'inversion. Voilà, c'est une manière que l'esprit, c'est très pervers, hein, c'est très fou, mais c'est une manière que l'esprit, que la conscience trouve de survivre au traumatisme, qui est d'inverser le traumatisme. C'est-à-dire, je ne suis plus violé, maintenant je suis violeur. Super, j'ai bien progressé. Mais au moins, je ne suis plus violé. Voilà. Maintenant, c'est moi le violeur. Et de la même manière, beaucoup de parents agresseurs ont été c'est-à-dire des parents maltraitants, ont été des enfants maltraités. Et de la même manière, ils reproduisent les abus parce qu'ils n'ont pas d'autre modèle comportemental, mais également parce que c'est quelque part agréable de se dire maintenant c'est moi le parent en position de force qui traumatise mon enfant. Je ne suis plus l'enfant en détresse. Donc c'est pas mal. Gros progrès. Donc il y a une inversion comme ça. Et on le sait, donc le traumatisme se reproduit de génération en génération et de personne en personne. On parle de traumatisme vicariant ou de traumatisme secondaire. Quand tu es exposé régulièrement à une personne traumatisée, tu bouffes un petit peu de son traumatisme. Ça te contamine en quelque sorte. Donc les personnes qui ont été traumatisées, notamment dans l'enfance et notamment durablement, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu des incestes sur des années, des viols sur des années, c'est-à-dire répétitifs, des maltraitances, des violences sur des années, des négligences, des punitions, etc. Enfin, toutes les formes de trauma qu'on peut vivre. Toutes les personnes qui ont bu ça pendant des années sont devenues toxiques et sont des agents de contamination pour leurs proches et vont créer du traumatisme secondaire. Alors, quant à 330 000, par exemple, personnes violées par l'Église,
Du coup, tu te retrouves au cours d'une vie avec 1 million de personnes traumatisées directes et indirectes. Voilà. De même, alors, donc tu as ces personnes violées par l'Église, mais tu as ces personnes violées par les profs, les directeurs d'école, par les flics, par les pompiers, par les juges, par toutes les autres autorités qui sont au contact avec l'enfance. Tu as les personnes violées dans les foyers pour enfants, pour orphelins, les trucs pour orphelinat, pour enfants, justement, dans les familles d'accueil d'enfants qui ont subi des violences, tu as des parents maltraitants. Et ouais, c'est tellement mal foutu l'aide sociale à l'enfance qui confie des enfants à des parents, des enfants maltraités ou violés ou etc. battus à des familles maltraitantes. Et ils vont pas vérifier. Et quand l'enfant se plaint, ils ont des psys pour dire ah mais non mais il est dans le délire, il est dans une reproduction, etc. Donc, mais ils vont même pas vérifier. Je connais un cas comme ça. Voilà. Ça se passait à Nifol le petit, etc. Bon, je l'ai déjà raconté. C'est pour dire qu'en fait, les vraies causes de toutes les conneries qu'ils nous racontent, la trouble de la personnalité, paraphilie, machin, blablabla, en fait, ils n'ont pas compris que ça venait de là. Ils n'ont tout simplement pas compris. Ils n'ont pas fait le lien. Pour eux, il n'y a pas de lien entre ça, entre la structure de la société, la complicité générale de viol, le fait que la police ne poursuive pas, que la police ne prenne pas les plaintes des femmes violées, des mères qui se plaignent, le fait que la justice envoie en tôle des femmes qui ont dénoncé l'agression commise sur leur fille. Je sais, j'écris à une là, j'attends sa réponse d'ailleurs, j'attends sa lettre à Gladys, mais la justice envoie régulièrement des mères de famille qui se sont barrées avec leur gosse parce que le gosse avait dit que le père les violait, mais la justice avait dit il faut que le gosse soit confié au père. Oui, ils sont en garde alternée, donc file-lui. Mais la mère dit non, là ma fille elle dit qu'il y a agression sexuelle. Donc tant qu'elle dit ça, faites une enquête et innocentez-le, mais moi je lui rends pas le gamin, c'est un agresseur. Il va pas la violer encore. Je serais coupable moi de ne pas défendre ma fille. Il n'y a que moi qui peux la défendre. La mère dit ça. Bon bah la justice dit non, tu vas te faire mettre et tu donnes le fils à l'agresseur, c'est pas un agresseur, tu es en train de faire de la diffamation, il n'y a rien de prouvé. Donc ok, au lieu de faire une enquête, hein, au lieu de faire une enquête, au lieu de questionner le gamin ou la gamine, bon, bah non, la justice dit que le père il a raison, donc il n'y a rien circulé, donc elle refuse d'entendre cette justice, et quand la mère se barre en Espagne, la justice française envoie la police espagnole choper cette femme, la ramène, la fout en tôle pendant 4 mois, pour non-présentation d'enfant. Donc c'est la situation de cette femme à qui j'écris là. Donc il y a un tel déni généralisé des violences. Bon, on voit que Poivre d'Arvor vient de se faire allumer, Zemmour est mis en cause, Hulot est mis en cause. Bon, avec, voilà, c'était Weinstein, bon, enfin, ça tombe par dizaines, ça tombe comme des mouches, quoi. Voilà, bon, depuis MeToo, il y a un mouvement de dénonciation en général. Bon, voilà. Bon, bah, ce truc, ça existe depuis des siècles, quoi. Ça fait des siècles que les femmes, les enfants se font battre et violer dans l'indifférence générale. C'est une culture, tout ça. Bon, bah, ces maladies-là, ces pseudo-dépressions qui sont sans cause ou qui auraient des causes de chimie cérébrale, ces troubles dissociatifs, ces alcoolismes, ces impossibilités de dormir, hein, ces insomnies massives qui sont traitées massivement à coups de médicaments en France, euh, toutes ces personnes qui sont sous Séresta en France, sous Tranxène, sous Valium, sous Lithium, pour des soi-disant troubles bipolaires. Bon, tout ça, en fait, c'est des effets secondaires du viol et de la maltraitance et des violences. Voilà la vérité. Voilà la réalité. Voilà ce que ces spécialistes ne disent pas et voilà les problèmes qu'ils ne traitent pas. Voilà, qui sont spécialistes de rien du tout, ils n'ont rien compris, et ils font des diagnostics complètement faux, où ils n'ont et donc des prescriptions totalement à côté de la plaque, puisque les personnes n'ont pas un problème de chimie cérébrale, c'est pas ça le problème originel, ça c'est qu'un effet secondaire, mais tu peux pas juste traiter des effets secondaires, t'es pas médecin si tu traites que des effets secondaires, il faut traiter les causes du problème, et les causes du problème, elles sont relationnelles. Les causes du problème, c'est le silence social autour du viol et des maltraitances contre les femmes et les enfants. Voilà, c'est le problème massif. Voilà. Il y a un autre problème qui ne traite pas du tout, c'est que le monde du travail est maltraitant dans l'univers capitaliste. Voilà, ça, depuis le début du capitalisme, le capitalisme cause des morts, des blessés et des blessures psychiques. Voilà. Le capitalisme exploite les gens, les étrie, les essore, les rend fous, et on a des gens qui ne peuvent plus dormir, qui font, par exemple, ceux qu'on fait de l'usine, bon bah ils deviennent tarés, ils ne comprennent plus rien. Le soir, ils rentrent chez eux, ils sont fous, ils se,
ils s'anesthésient, ils dorment, ils n'ont plus de vie en fait. Et le week-end, il est niqué aussi parce que ils revoient la machine, ils ont des bruits qui les hantent, J'ai écouté plein de témoignages de ces gens, hein, qui ont bossé en usine, qui ont bossé à la chaîne. Donc les gens dans les entrepôts Amazon aujourd'hui, c'est ça, c'est du travail à la chaîne. T'as pas le temps, on te laisse pas aller pisser, tes besoins vitaux ne peuvent plus être satisfaits, sinon t'es viré. Il y a des tas de caissières qui vivent ça, il y a des tas de... Bon, actuellement, il y a des millions de gens qui éprouvent une grande souffrance au travail. Bon ben, la médecine, elle ne traite pas ça, elle va dire, oh, trouble dissociatif, cette personne s'évade, cette personne est anxieuse, cette personne a un trouble dans la chimie du cerveau. Non, c'est pas ça le problème, pauvre con, va. Le problème, c'est que cette personne est opprimée au travail. Cette personne est aliénée totalement. Cette personne devient folle au boulot parce qu'il y a un management toxique, parce qu'il y a du harcèlement, parce qu'on lui fait faire un truc absurde pendant des heures tous les jours en la condamnant au silence. Voilà, cette personne devient folle parce que ses besoins vitaux sont niés en permanence par une institution oppressive qui est légale. Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas que cette personne a un pet au casque en fait à l'origine. C'est cette personne est dans une situation sociale légale, voilà, que la société laisse faire, mais cette personne est légalement en souffrance. Voilà, cette personne est torturée en tout bien tout honneur. La loi dit que c'est ok. La médecine voit rien à redire. Elle ne dénonce rien du tout. Elle ne traite même pas le problème. Elle ne reconnaît même pas le problème. Mais le problème, il est là. C'est que la caissière, elle devient folle. Le manutentionnaire, il devient fou. Le gars sur le chantier devient dingue, à entendre le bruit tout le temps, à pas avoir de casque, à flipper, à voir sa femme qui s'inquiète pour lui, etc. À être payé au lance-pierre, à pas être sûr du lendemain, à savoir une ferme bientôt et qu'on fait des plans sociaux à répétition et qu'il va perdre son job, bah, c'est pour ça qu'il dort plus. Il n'a pas besoin de ton cachet. En fait, il a besoin de sécurité. Il a besoin d'argent, il a besoin d'une récompense, il a besoin d'être valorisé, il a besoin de faire des activités qui ont du sens pour lui. Or, ce que tu lui fais faire quand tu es son patron, son employeur en tout bien honneur, et souvent fraudeur fiscal, fraudeur aux cotisations sociales, etc., touchant de l'argent public en masse, ce que tu lui fais faire, c'est juste aliénant et ça rend fou. Voilà, il est là le problème. Donc, les vrais problèmes de notre société, ils sont dans ces deux trucs que je viens de citer. Et c'est ça qui rend les gens fous en masse. Voilà. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Donc, il suffit de voir les choses un peu globalement, si tu veux. T'as pas besoin d'être ultra expert. Il suffit d'avoir lu des livres et de regarder un peu le réel en face. Voilà. Il te faut une vue panoramique. C'est là que tu comprends. C'est pas en ayant une vue hyper experte. Voilà. C'est pour ça que j'ai dénoncé ça au début. Cette vue-là, c'est une vue de taupe, tu comprends rien. Bon. Donc le grand problème à régler aujourd'hui, c'est le viol. Si on règle le viol, on règle les insomnies, les dépressions, les alcoolismes, les troubles alimentaires, les états anxieux, les toxicomanies, la prostitution, le porno et les addictions au porno, parce que souvent les anciennes victimes sont addictes au porno. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de ce qui nous a fait mal, quoi, qu'on doit transformer en jouissance. Euh, Ça règle, qu'est-ce qu'ils ont encore d'autre? Les crises de panique, les phobies sociales, les hallucinations, les problèmes d'humeur, etc. quoi. Bon, voilà. Donc en fait, attaque-toi vraiment aux sources des problèmes sociaux. Qui, les problèmes mentaux sont des problèmes sociaux, majoritairement. Il y a très peu, alors j'ai un argument massif, il y a très peu de maladies mentales qui sont dues à des causes organiques. Il y en a. Il y en a. Par exemple, Alzheimer, quand tu deviens taré, quand tu deviens t'oublies, tu fais n'importe quoi, tu allumes le gaz, puis le briquet, tu allumes le gaz pendant 3 heures, je veux dire, puis une clope, etc. Quand tu sais plus où est la gauche et la droite, tu te rappelles plus du prénom de tes enfants, etc. Bon, là, la cause est organique. C'est une dégradation du cerveau. Cette maladie-là, c'est pas le viol, c'est pas l'aliénation au travail, c'est pas, etc. C'est pas des causes sociales, euh, politiques, on pourrait dire. Donc c'est pas ça. Donc il y a des vraies maladies, il y a des vraies anomalies génétiques qui créent une prédisposition à la schizophrénie. Tu vas délirer parce que tu as un gène qui crée une fragilité et ça va se développer avec l'évolution du cerveau et l'accumulation de certains trucs toxiques dans ton cerveau, etc. Et à un moment, tu vas déclencher la maladie. Donc il y a une toute petite partie de ces maladies mentales qui sont organiques et qu'il faut traiter de manière organique par des traitements chimiques. Là, il y a une petite partie qui se traite en... où
le traitement chimique est en rapport avec la nature chimique du problème. Mais dans tous les effets des viols, dans tous les effets des maltraitances sociales, de la souffrance au travail, etc., des violences sociales, bon, tout ça, la précarité aussi, la misère, le fait que les gens vivent dans la rue, le fait que les gens puissent pas se chauffer, le fait que les gens ne mangent pas à leur faim dans certains cas, etc. Bon, tout ça, le fait que les gens vivent dans l'isolement aussi, tous ces vieux qui vivent tout seuls, forcément qu'ils deviennent fous. On devient fou, tous les prisonniers aussi. La situation carcérale est fabriquée par l'État. C'est l'État qui est tortionnaire, qui torture des milliers de gens. Et on sait qu'en prison, des gens qui n'étaient pas fous deviennent fous. La séquestration rend fou. Quand tu es au quartier d'isolement pendant des mois, tu perds les repères, le temps, l'identité, les quantités, la vue, les sens. Tu commences à avoir des hallucinations. Pas parce que tu es fou, pas parce que ton cerveau va mal. Ton cerveau va mal parce qu'on t'a privé de normalité sensorielle. On t'a privé de vie sociale, on t'a privé de tout ce pourquoi le cerveau est censé fonctionner. Et on a fait ça légalement. L'État a fabriqué des fous. Et après, il va t'envoyer chez le psychiatre, qui va te filer des bonbons. Voilà, des médicaments psychiatriques, je veux dire. C'est de la folie tout ça. Mais c'est eux les bourreaux et c'est eux les tortionnaires. Et c'est cette médecine-là qui va collaborer à ce système à régler des problèmes qu'elle a elle-même créés, que ses collègues de l'administration pénitentiaire ont eux-mêmes créés, ou, ou des asiles, ou des maisons de retraite, des EHPAD, etc. Des hôpitaux, qui sont aujourd'hui des mouroirs pour vieux, mais où il n'y a pas de contexte social. Les gens crèvent dans les hôpitaux pendant des années et développent des troubles psychiatriques qu'on guérit, hein, qu'on soigne avec des médicaments, alors que leur problème, c'est qu'ils n'ont plus d'amis. C'est pas qu'ils ont un trouble psychique. C'est le problème, c'est qu'ils ne parlent plus au quotidien. Par exemple, ça me rappelle que quand j'avais été voir ma mère à l'hôpital, il y avait une vieille qui avait l'air super mal en point. Elle était la gueule comme ça. Quand j'entrais dans la pièce, elle était comme ça. On aurait dit une gisante. À chaque fois que j'entrais dans la pièce, je me disais, est-ce que Geneviève, elle est déjà crevée ou pas? Elle a l'air crevée là. Mais quand j'entre dans la pièce et que je dis bonjour à ma mère, je vais lui faire la bise et tout, je lui dis bonjour maman. Là, Geneviève, elle entend qu'il y a quelqu'un, elle ouvre les yeux, elle ferme sa bouche, elle me regarde, je lui dis bonjour. Alors au départ, je ne savais pas qu'elle s'appelait Geneviève, ensuite je l'ai appris. Et ensuite, moi je me suis mis, voyant que cette femme était là et elle était vivante en fait, miracle, alléluia. Et ben je me suis mis du côté du lit de ma mère qui était près de Geneviève, et je me suis mis à discuter avec Geneviève. Et j'ai discuté une fois 1 heure avec Geneviève. Elle avait genre 91 ans, un truc comme ça. Elle était en train de crever à l'hosto, mais si tu passais 1 heure à lui parler, elle te racontait sa vie, elle te racontait des tas de trucs intéressants. Geneviève, elle était en souffrance, ça se voyait évidemment, parce qu'elle avait personne à qui parler, et ma mère refusait de lui parler. Ma mère est complètement conne et asociale, donc au lieu de profiter de la présence d'une dame intéressante à côté d'elle, cette dame était passionnante en plus. Je l'aimais bien, moi, Geneviève. Donc les deux, ma mère et Geneviève, étaient dans la même chambre en train de devenir folles par privation sensorielle, par privation sociale. Les deux ne se parlaient pas, et donc elles vivaient dans une solitude intense et un sentiment de détresse, d'abandon, voilà, avec des infirmières qui passent 5 minutes, tiens, le repas, hop, au revoir, enfin, je te parle même pas. Bon, parce que les infirmières, je leur jette pas la pierre, elles sont hyper exploitées. Donc, elles ne peuvent plus faire un travail humain. Dans l'hôpital tel qu'il a été fait, tarification à la tâche, là, eh ben, c'est l'usine en fait. C'est du travail à la. Tu fais l'opération et tu n'en as rien à foutre des personnes. Ça, c'est gravement traumatisant. Quand tu as les personnes du soin qui en ont plus rien à foutre de toi parce que le management leur a dit et l'État leur a dit de plus s'occuper de toi, là, tu es dans une situation de maltraitance institutionnelle qui traumatise des millions de gens tous les ans maintenant, hein. L'hôpital est devenu un lieu de traumatisme massif. Voilà. C'est la réalité, hein. Voilà. La médecine est elle-même devenue un facteur de folie, en fait. Une génération. Et tout le système institutionnel public, en fait, en France. L'État est maltraitant massivement. Voilà. Donc, oui, j'ai un argument massif qui est que la nature ne nous a pas fait pour avoir des maladies. Et les gens malades, les gens anormaux, ont déjà été sélectionnés par nos 10 millions d'années d'évolution depuis qu'on n'est plus des singes dans des arbres. Cet argument est juste imbattable. Quand je vois leur truc là, donc je reste sur le site là, le manuel MSD, vous pouvez y aller msdmanuals.com/fr.
Donc ce tissu de sornette là te dit les prévalences, les quantités de gens qui sont atteints de tel truc. Et tu peux prendre chaque truc, ils te disent là c'est 2% de la population, là c'est 10%, etc. Si tu cumules tous leurs trucs, ils ont peut-être 200 maladies là. Si tu cumules leurs 200 maladies, tu peux être sûr que 100% de la population est classée folle en fait. Tu vas avoir peut-être une minuscule minorité qui est heureusement épargnée. Donc si tu les écoutes, tout le monde est fou et tout le monde doit bouffer des cachets d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, autrement appelé probablement Seresta et toutes ces conneries. Voilà. Donc en fait, ça te milite à fond pour l'industrie, ces trucs-là. Tout le monde est fou, tout le monde doit bouffer des cachets. C'est ça leur thèse. Et moi, ma thèse, c'est que regardez, on a été fabriqué par une évolution de 10 millions d'années qui a sélectionné les gens pour être justement stables, fonctionnels, intelligents, émotionnellement corrects. On n'est pas sélectionné pour devenir psychotique. On n'est pas sélectionné pour devenir fou et faire n'importe quoi. On n'est pas sélectionné non plus pour être ultra violent et hors de contrôle. Non, on a une capacité de contrôle qu'on a justement développée et c'est une grosse partie de notre cerveau, ce truc-là. Donc, faut vraiment, si on fait de la médecine, faut vraiment comprendre. Tu peux pas faire juste de la médecine. Il faut que tu fasses un peu de préhistoire et de sciences de la vie en général. On est dans le cadre d'une vie qui a quand même 4 milliards d'années d'expérience, vois-tu. On est dans un univers qui a 14 milliards d'années. Cette matière et cette vie organisée, enfin, cette matière organisée et cette vie organisée en humanité, elle a une putain d'expérience. C'est pas 40 000 médecins à la con qui vont nous expliquer que la vie a tort, tu vois. Ces gens sont des tarés, c'est comme des nazis, c'est des idéologues et c'est tout. La vie n'a pas tort. Tu peux pas dire entre la vie et ces experts du capitalisme, c'est de la médecine capitaliste, c'est la vie qui a tort. Non, c'est ces experts de la médecine capitaliste qui ont tort. Voilà la réalité. Je fais le parallèle avec l'économie, juste pour voir. Mais l'économie, c'est quand même depuis 2 siècles des gens qui nous expliquent que l'économie, c'est des facteurs de production, capital fois travail, et que là, tu as la valeur du monde. Capital fois travail. Ils ont complètement oublié qu'il y avait la nature. Ils ont complètement oublié qu'il y avait de l'énergie. L'énergie, ils l'ont considérée comme étant une ressource illimitée. C'est pas du tout le cas, mais ils en ont tenu aucun compte. Donc tu as des scientifiques là, tu as des gens qui reçoivent des Nobel et tout, alors qu'ils ont ignoré les bases même de leur thème, de leur sujet. Bon, donc on en est là quand même. On a des experts en tout, on a des profs d'université qui t'expliquent encore la vieille économie d'Adam Smith, et puis de machin, et puis même de Marx, et puis oh, ils ont l'air alternatifs, ils font du Marx. Sauf que Marx n'a pas intégré la nature non plus, quoi. Il n'a pas intégré la limitation des ressources, ni la pollution dans son modèle, quoi. Donc en fait, tout ce qu'a dit le Club de Rome, ils n'ont pas intégré l'économie classique et l'économie libérale, et bon, tout ce qui est dominant aujourd'hui en économie, ils ne l'ont pas intégré. Ça, c'est de l'hétérodoxie, en fait. Il y a des hétérodoxes, donc des gens qui ne sont pas orthodoxes, qui sont des contestataires, qui tiennent ces discours. C'est par là que je le sais, hein, je ne l'ai pas inventé. Mais c'est pour dire que encore aujourd'hui, l'économie officielle, l'économie telle qu'elle est enseignée, l'économie qui forme des élèves en économie tous les ans, hein, dans les écoles de commerce françaises, les écoles de ci, de ça, la formation des managers, t'enseigne une vision de l'économie qui est complètement dépassée et complètement fausse. Ils enseignent de la fausse science. Et ben de même, la médecine n'enseigne pas la culture du viol, ne tient aucun compte du fait parce que quand je te comptais euh, une femme sur 6 violée, quand je te compte tous les incestes, quand je te compte toutes les souffrances au travail, quand je te compte tous les hommes violés aussi, tous les enfants battus, bon bah là tu obtiens une personne sur deux en fait. Et quand tu tiens compte du fait que le traumatisme est contagieux, eh bien tu te rends compte que tu as plus d'une personne sur deux qui est traumatisée en fait, qui a des séquelles. Puisque quand tu as une copine qui a été violée, par exemple, tu ressens quelque chose. Voilà. Donc tous les hommes, même des hommes non violeurs, parce qu'il n'y a pas que des violeurs chez les hommes, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que des violeurs. Donc un homme non violeur qui se retrouve avec une femme violée est traumatisé indirectement par les souffrances de la femme qu'il aime. Donc voilà. Et inversement, hein, un homme violé, moi en tant que victime, par exemple, j'ai indirectement fait souffrir des copines par les troubles que j'avais, tu vois, qui n'auraient pas dû exister. Et ça ne se réglera pas à coup de cachet, tout ça. Ça se réglera pas du tout d'ailleurs. Ça se règle autrement, mais je veux dire, c'est pas les cachets. Il n'y a pas de cachet contre le viol, il n'y a pas de cachet contre les claques dans la gueule, il n'y a pas de cachet contre l'ennui au travail, il n'y a pas de cachet contre le fait de ne pas pouvoir aller pisser quand tu travailles pour Amazon, il n'y a pas de cachet pour le fait de te faire chier à la caisse à Carrefour pendant 5 heures
d'affilée à faire défiler des produits sans intérêt, à dire bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Vous voulez un ticket? Bonjour, au revoir. Bon, écoute, c'est super aliénant, hein. Ce boulot-là, tu rentres là, t'es épuisé, hein. Ou les boulots d'AVS, tiens, de boire à la souffrance d'autrui dans l'impuissance et tout ça pour toucher 3 prunes à la fin en faisant 4 heures de travail dans la journée, mais sur 9 heures. Voilà, les boulots d'AVS, auxiliaire de vie sociale, là, bon boulot de merde, bon boulot de merde. Donc ça c'est hautement traumatisant aussi, hein. Les AVS là sont en situation, et les infirmières, de voir, d'être exposé à la souffrance d'autrui en permanence, avec un sentiment d'impuissance totale, et avec le sentiment d'abandon des hiérarchies qui en ont rien à foutre, hein. Ils sont pas là pour aider leurs employés, ni même les personnes. Ils sont là pour faire fonctionner un système. La roue doit tourner, c'est tout. Le fric doit rentrer, le service doit être pseudo-fait, et c'est tout ce dont ils s'occupent. Donc tu as plein d'EHPAD où les gens sont hyper malheureux, le personnel est malheureux, les gens sont malheureux, et les managers sont en vacances, voilà, ou rentrent chez eux en Porsche tranquillement. Voilà, donc on est dans un système totalement fou qui génère de la folie, et cette folie est contagieuse, donc ça crée les troubles, anxiété, haine de soi, masochisme, alcoolisme, parce que bien sûr, tu te fais chier tout du long, tu souffres, personne ne t'écoute, tu révèles ton viol, le flic te dit que c'est de la connerie, la justice te dit d'aller te faire voir, d'aller te faire enculer par le violeur, de remettre tes gosses au violeur, donc tu deviens taré, tu te dis mais je vis dans un monde de fous, ça te rend fou, tu t'es stressé, tu pleures, personne ne t'en parle sur Facebook, Facebook te bloque, tes amis viennent te dire ouais mais qu'est-ce que tu racontes, bon donc tu perds confiance en eux, tu ne parles plus. Du coup, tu veux plus les voir, tu ressens de la haine, tu ressens de l'injustice, de l'incompréhension, tu t'isoles, donc tu te fais chier, du coup tu bois, tu fumes, etc. Et voilà comment tu as fabriqué par une société qui fait des tarés. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas un problème individuel. Et tous nos psychiatres là vont dire ah, il a un problème de chimie cérébrale. Mon cul, ouais. T'as juste pas vu ce qui se passait dans la société, quoi. Bon, donc voilà, le problème il est là. Et donc on peut balayer totalement cette médecine, on peut balayer la plupart de nos générations qui n'en ont rien à foutre de ces trucs-là. Alors c'est pareil pour les surdoués, ça me fait repenser, mais les surdoués, les médecins, ils connaissent pas. Donc ils connaissent pas non plus les Asperger, ils connaissent pas les autistes, ils en ont une très mauvaise conception, donc ils ne les comprennent pas non plus. Plein d'autres types, plein de minorités. Bon, les intersexes, pour la médecine, ça n'existait pas, tiens, j'en ai pas parlé, mais il y a 2% de gens qui naissent intersexes. Bah, la médecine, elle voulait pas en fait. Elle ne voulait pas qu'il y ait des intersexes. Elle n'a pas voulu le reconnaître, elle l'a très peu enseigné, et quand des gens naissaient intersexes, ils ont forcé l'assignation sexuelle. Ils ont dit, ah là, il y a des petites couilles mal développées, bon, ben, on va en faire un homme, on va l'opérer, on va le classer homme. Là, on ne sait pas trop, allez, on va classer femme. Il y a un petit repli là, on va dire c'est un vagin, allez, femme. Problème réglé. On ne peut pas classer intersexe parce que ça n'existe pas. Attends, il y a la Bible qui nous a expliqué qu'il y avait Adam et Ève, il n'y a pas Ève Adam ou Adam Adève. Bon, voilà. Donc il n'y a pas d'intersexe. D'après les normes, d'après les concepts culturels, tu vois, la médecine, elle n'est pas scientifique au point d'aller contredire le consensus majoritaire, même quand il est complètement faux. Donc c'est une science conformiste, hein, très souvent, hein, et elle est elle-même génératrice de conformisme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les médecins sont des conformistes qui ont éliminé plein de situations réelles. Donc non seul, enfin, ils ne comprennent pas les trucs métasociaux, quoi, les grands phénomènes sociaux, genre les violences faites aux femmes et aux enfants, mais ils comprennent pas non plus les différences des gens. Donc un tel pleure, un Asperger qui pleure, une femme violée qui pleure et un intersexe qui pleure. Allez, tiens, tu prends des cachets, tu prends les mêmes cachets. Ils ne font pas les différences entre les identités des gens et les problèmes spécifiques des gens issus de leur vécu personnel et de leur identité et de leur corps, des spécificités de leur corps. Parce qu'une femme qui a des chromosomes XXY, enfin une personne qui a XXY, c'est pas tout à fait une personne qui a XX ou XY. Voilà, on ne peut pas les traiter exactement pareil. C'est pas, cette personne n'a pas exactement les mêmes équilibres et tout. Il y a des choses qui diffèrent dans les équilibres hormonaux, dans plein de choses, dans les, comment sont faits les organes et tout. Bon. Et la médecine ne le sait pas, elle ignore très souvent. Il y en a plein qui ignorent, ils s'en foutent, ils veulent pas. Bon. Donc voilà, donc le problème il est là, et donc ça fait que la médecine, je compte pas la changer par cette vidéo, mais ceux qui m'écoutent, celles qui m'écoutent, moi je vous recommande de réfléchir à tout ça, de vous renseigner,
de prendre ce que les spécialistes vous disent avec des pincettes, de ne pas les croire, d'avoir une démarche sceptique, d'esprit critique, de vous demander d'où est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils savent ce qu'ils prétendent savoir, est-ce que vraiment ça a du sens? Par exemple, de dire que l'humanité a 180 maladies, est-ce que vraiment, quand tu tiens compte de la préhistoire, est-ce que c'est possible que la sélection naturelle ait sélectionné 180 maladies pour nous les faire subir encore aujourd'hui en 2021? Tu te dis, la nature fait vraiment très mal son job. Ou bien c'est cette médecine qui est intéressée à nous rendre malades et pour pouvoir se perpétuer, se multiplier et nous vendre des cachets. Voilà. Parce que bien sûr, si tu convaincs les enfants qu'il est anormal de courir ou de sauter ou de crier quand tu as un enfant de 6 ans, alors tu vends des consultations de psychopédiatrie, tu vends de la ritaline, tout le monde est content en fait. Le PIB augmente grâce à la classification de comportements normaux de l'enfance en comportements pathologiques. Donc si tu as des parents répressifs qui veulent que leurs gamins se tiennent calmes devant la télé pendant qu'ils se reposent de leur travail aliénant, parce que c'est ça qu'ils veulent, alors ok, tu vas chez le psychiatre qui te donne de la ritaline pour ton enfant, puis ton enfant drogué devient tout passif, c'est vrai qu'il parle plus, il bouge plus. T'as qu'à lui donner de la kétamine tant qu'il est, ou de la morphine. Tu lui fais une bonne injection d'héroïne tous les soirs, et t'as ton enfant qui est bien calme. Donc, toi, tu peux te reposer après le boulot. Mais, en fait, le problème, c'est ta vie de merde. Le problème, c'est que tu es un mauvais parent. C'est pas que l'enfant, il est trop dynamique. Le problème, c'est que l'enfant, il n'a pas d'espace pour aller s'exprimer et faire le fou. Parce que tu habites en ville, notamment parce qu'on a une population de 80% de gens qui habitent dans des appartes et des maisons. Et que les enfants, le soir, ils vont être bloqués dans la maison parce qu'il faut qu'ils restent sous surveillance. Donc, ils ne peuvent pas aller jouer dans le foin comme ils faisaient avant. Avant, ils faisaient pas chier les parents. Parce que les parents disaient, déguerpis, va te promener dans la nature, va avec les vaches, va avec les poulets, va dans la cour. Bah aujourd'hui, ils sont dans le salon. On est dans un monde où l'immobilier est devenu tellement cher que les gens sont tous comme des rats dans une surpopulation domestique. Donc on est ensemble à 4 personnes, en moyenne enfin 2, 4, bon, dans des espaces trop étroits. Donc forcément, on se mange le nez, quoi. Comme des rats, hein. Ils vont se bouffer entre eux, les cochons, ils se bouffent les oreilles, la queue, etc. On va se bouffer entre nous parce que, à cause de la surpopulation. Donc, la psychiatrie donne de la ritaline aux enfants à cause de ce problème de surpopulation, en fait. Voilà. Et donc, la solution est juste sans aucun rapport avec la nature du problème, quoi. Voilà. Donc je vous recommande d'analyser le problème au fond des choses. Si vous avez été violé, c'est ça votre problème. Si vous avez été battu, c'est ça votre problème. Si vous êtes malheureux au boulot ou en amour, en couple, dans votre famille, c'est ça votre problème. Et il n'y a aucun cachet qui va vous guérir. Et il n'y a aucun spécialiste des thérapies qui va vous guérir. Les solutions, elles sont dans la vie même pour la plupart des problèmes. Vous n'avez pas de problème de chimie cérébrale, vous avez un problème existentiel, social. Vous êtes dans la mauvaise société. Vous êtes dans une société qui vous rend fou. Voilà, qui vous nie des besoins essentiels, etc. Donc il est là le problème, hein, et elle est là la solution. Il faut trouver une solution qui soit en rapport avec le problème. Pour ça, il faut faire le bon diagnostic. Donc le diagnostic qui dit tu manques de sérotonine ou tu as trop de sérotonine, il est complètement faux vu que même les médecins qui te prescrivent la pilule n'ont pas testé ta sérotonine. C'est complètement du pipeau qui te joue là. C'est de l'arnaque, c'est comme le Covid quoi. Ils te disent ouais, il faut que tu te vaccines parce que tu es trop malade. Mais si tu avais eu le Covid, tu ne serais pas tombé malade. Puisqu'on sait qu'une très grande majorité des gens bien portants de moins de 60 ans, s'ils chopent le Covid, ils développent juste rien du tout. Rien du tout. Voilà. Le comportement majoritaire suite à l'infection au Covid, c'est rien. Voilà, même au micron, arrêtez vos conneries là. Voilà. Mais la science te dit n'importe quoi. Enfin, cette science-là, commerciale, quoi. Cette médecine capitaliste te raconte n'importe quoi. Voilà. Bon, la sorcellerie aussi, tu vas me dire, mais voilà, c'est du même niveau. Bon, bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc le problème de santé numéro un, c'est les violences, et on n'en sort que en sortant des violences. Donc pour arrêter la logique de répétition des traumatismes, eh ben, il faut arrêter la logique de répétition des traumatismes. Pour ça, il faut étudier ces traumatismes et reconnaître qu'on a été victime de choses anormales. Pour ne pas être un enfant, un parent frappeur, il faut reconnaître qu'on a été un enfant battu et en parler à des gens qui veulent bien qu'on en parle, quoi. Pas à des gens répressifs, bien sûr, donc pas à un certain nombre de médecins qui veulent pas en entendre parler, ou qui trouvent que c'est normal. Qu'on a tous vécu ça, que c'est pas grave, alors que c'est grave. C'est ça qui t'empêche de dormir, c'est ça qui fait que tu te grattes, etc.
Ma mère, c'est ça qui fait qu'elle se gratte. Elle se gratte pas parce qu'elle a un problème de sérotonine. Elle se gratte parce qu'elle est handicapée à vie, qu'elle a été violée, qu'elle a été battue, qu'elle a été maltraitée, qu'elle a été abandonnée, qu'elle a été insultée. Bon, bah, c'est tout ça qui fait qu'elle se gratte aujourd'hui. C'est parce qu'elle considère qu'elle a plus de valeur et qu'il vaudrait mieux mourir. Quand tu as subi tout ça, évidemment, si tu avais un colt à proximité, tu te tirais une balle aussitôt, quoi. C'est ça le problème. Les gens suicidaires, ils n'ont pas de pète au casque. Ils ont eu des problèmes existentiels majeurs, c'est tout. Voilà, les héroïnomanes aussi. Là, quand ils te classent, là, ils te font une description des drogués. Les drogués, ils sont pas. Tous les drogués que je connais, moi, ils ont été violés ou frappés, hein. Voilà, c'est des victimes d'abord. Leur problème, c'est pas la drogue. La drogue, c'est leur solution. C'est une solution qui convient pas du tout comme les antidépresseurs. Mais c'est leur solution. C'est la solution qu'ils ont trouvée pour plus souffrir des traumatismes réels qu'ils ont subis dans une société qui refuse de traiter correctement leurs traumatismes, qui refuse notamment de les écouter. S'ils avaient de l'écoute et de l'amour, et du plaisir, des perspectives, là, ils n'auraient pas besoin d'héroïne, ni d'alcool, ni de cannabis à haute dose pour ceux qui pratiquent, etc. Donc voilà, c'est ça les solutions. C'est de changer de société en fait. Changer de vie, changer de société. C'est ça votre meilleure médecine. Donc pour ça, il faut quitter cette médecine qui est complètement mensongère. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On arrête là. Au revoir.